Youpi! On va enregistrer le 309e épisode des Techno. Pendant que vous êtes probablement sur une terrasse quelque part à siroter quelque chose avec les copains, vous aurez tout le temps plus tard d'écouter cet épisode qui commence dès maintenant. L'épisode 309, c'est au tour de Sébastien et Aurélien, que voici, que voilou. Salut les gars, de partager donc les news qu'ils ont compilées cette semaine. C'est ainsi qu'il sera question du plantage remarquable de Fastly, de la keynote discrète d'Apple, d'une application qui enfile les mauvaises pratiques comme des perles, d'une autre application qui peut sauver des vies. On parlera aussi d'un nouveau venu dans la famille Boston Dynamics et de nouvelles spécifications NVMe. Merci d'avance pour les pouces levés, les abonnements, les partages dans vos réseaux, etc. de ce nouvel épisode qu'on vous propose. Bonne écoute donc à tous. Comment allez-vous les garçons? Comment allez-vous bien tous les deux? Aurélien pour commencer, jolie chemise jaune, c'est l'été. Oui, c'est l'été, ça commence à faire beau, les terrasses rouvrent. Non, là il faut en profiter là. Ils sont deux sur ceux qui nous suivent en direct, ils sont deux. Je pense que l'un des deux, c'est moi. Bref, non, c'est le bot. C'est le bot. Sébastien, comment va-t-il? Et l'autre est live depuis une terrasse en train de regarder en 4G depuis une terrasse. Très bien, je suis content qu'il fasse beau, que l'été soit là. J'étais à deux doigts de mettre un t-shirt jaune ce matin aussi, je suis content de ne pas l'avoir fait. Sinon, entre tes deux chroniqueurs jaunes ce matin. Voilà. Tout ça pour nous rappeler... Tout ça pour nous rappeler qu'on s'approche tout doucement, bien sûr, tout doucement de notre période estivale. On va pas vous lâcher durant l'été, ça a été décidé. Il y aura des épisodes et des hors-séries durant l'été, comme on l'a fait les années précédentes d'ailleurs, comme on l'a fait en tout cas l'année passée. Donc on continuera avec certains des chroniqueurs durant les mois de juillet et août. Et donc on ira en vacances avec vous. On vous accompagnera sur votre lieu de villégiature. On salue 5 de ceux qui nous ont laissé des commentaires cette semaine. Il s'agit de Looping, de Aliou Kayantao, de François Duveillé, j'y arrivais, François Duveillé, Franck G et Pat. Merci Pat d'avoir un pseudonyme facile à prononcer. Désolé si j'ai écorché votre nom. Merci à tous les autres également qui laissaient des commentaires chaque semaine, que ce soit sur YouTube bien entendu, sous cette vidéo, sur les plateformes de podcast telles que Podcast Addict par exemple, ou Apple Podcast, ou sur notre blog lestechno.be. Ça nous fait toujours plaisir et quand il y a lieu, comme je le dis toujours, on vous repasse un petit, on remet une petite couche et on répond à vos questions ou à vos propositions. Je pense qu'on peut entamer vite fait, bien fait cet épisode qui a l'air d'être un petit peu chargé, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, s'il est trop chargé, on posera quelques sujets, vous le savez, dans notre bonus que vous pourrez découvrir dans les jours qui viennent si vous êtes vraiment au taquet. Première lettre. La lettre A. Comme oui, la première lettre, c'est la lettre A. Comme Apple. Apple qui a fait une keynote en ouverture de cette grande réunion de développeurs. C'est la période de l'année qui veut ça, le WWDC. C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, tu as un peu suivi ça, Sébastien. Et donc, tu vas nous en dire ce que tu as retenu. C'est vraiment une keynote pour les développeurs. Ouais, la WWDC, c'est une conférence pour les développeurs où typiquement Apple présente les nouveautés qui vont intéresser les développeurs, mais c'est intéressant de la regarder parce que ce qui est nouveau pour les développeurs, c'est ce qui va arriver bientôt dans la prochaine génération d'applications, et donc ce que nous, utilisateurs, pourrons utiliser également. Et puis moi je suis développeur aussi, donc j'aime bien regarder ce qui se passe côté développeur. Traditionnellement ça se fait au Moscone Convention Center à San Francisco, j'ai déjà eu la chance d'aller quelques fois, pas pour Apple, pour d'autres, mais cette année encore c'était online. Je dois tirer mon chapeau à Apple sur la qualité des vidéos et des présentations et des keynotes, parce que franchement je suis comme eux, j'organise des conférences online également. Tout ce qu'ils n'ont pas mis sur Apple TV+, en moyen ils le mettent sur leur keynote. Waouh. La barre est haute pour la qualité des démos, des montages vidéo et tout, c'est assez impressionnant. Alors si vous suivez l'actualité Apple, vous avez forcément vu les principales nouveautés, iOS 15, macOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça a été couvert en long et en large par toutes les sites de news qui suivent Apple. Et puis si vous n'aimez pas Apple, ça ne vous intéresse pas de toute façon. Donc j'ai choisi un autre angle pour les technos. Et je vais en parler 2 fois d'Apple aujourd'hui. D'abord sous l'angle des développeurs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour les développeurs. Et puis tout à l'heure on parlera de
quelques nouveautés sécurité et les éléments de sécurité qu'ils vont apporter dans les différents OS, que ce soit macOS ou iOS. Pour les développeurs, j'ai repéré 5 trucs qui ont attiré mon attention et que je voudrais partager avec vous. D'abord, c'est une application qui s'appelle Swift Playground. Swift, c'est le langage de programmation qu'ils ont développé, qui est le langage de programmation qui devient standard maintenant pour programmer, que ce soit sur iOS ou sur macOS. Et Swift Playground, c'est une application pour iPad, et sur les grands iPads, c'est assez sympa, qui permet d'expérimenter du Swift, de taper une petite ligne et puis directement à côté voir ce que ça fait dans une interface graphique. Et donc un espèce de vue double comme ça entre le code d'un côté et le simulateur de l'autre. Il l'améliore, le Swift Playground, il existait déjà pour Mac, il l'amène sur iPad et surtout ils permettent maintenant de faire une application complète. Donc on ne doit plus avoir Xcode et tout un setup assez compliqué sur un portable. On peut développer des applications mobiles mobile ou tablette sur un iPad et les envoyer à App Store pour validation et pour publication sur l'App Store directement Swift Playground. Je n'ai pas encore regardé comment ça marche en détail, mais c'est bien, ça me paraît une technologie plus inclusive, ça permettra de mettre la programmation dans les mains de plus de gens, peut-être d'abaisser un peu le niveau d'entrée pour plus ludique aussi peut-être. Peut-être puisqu'on voit le fait d'avoir un résultat direct, souvent ça rend les choses plus amusantes, plus ludiques. Autre chose pour les développeurs, 2 kits, comme Apple dit, ce sont des frameworks, des librairies, donc des morceaux de code qu'on peut inclure dans ces applications. Pourquoi j'ai envie de l'en partager avec vous? Parce que ça va changer peut-être la manière dont vous allez utiliser vos applications. Le premier s'appelle ShareKit, et c'est un framework qui permet de partager du contenu avec quelqu'un d'autre via FaceTime, par exemple. Imaginez que je suis monsieur Netflix, voilà, vous m'imaginez en rouge, je suis Netflix, et j'aimerais bien mettre dans mon application Netflix la possibilité de voir un film ensemble. Marc, j'aimerais bien que toi, tu te connectes sur FaceTime avec moi le soir, et qu'ensemble, on se dit, allez, on se prend une bière et on regarde un film ensemble et on commente le film ensemble bien qu'on ne soit pas dans la même pièce. Eh bien, ShareKit permettra de faire ça, permettra de partager du contenu interactif de vos applications avec vos interlocuteurs, messages ou FaceTime en temps réel. Ça peut être pour regarder des films ensemble. Ça peut être n'importe quel contenu qui est dans les applications. Alors, d'accord. Ça peut être de la musique, écouter de la musique ensemble, des applications de dessin. Par exemple, assister à un match de foot, par exemple. Peut-être. Parce que c'est là que l'échange, à part un épisode des technos bien sûr, mais c'est sur un match de foot que les échanges interpersonnels, on va dire, sont les plus frappants, me semble-t-il, plus qu'un film peut-être. Quoique. Non, moi j'ai déjà fait des films ou des séries télé. J'ai vécu un moment de ma vie dans une relation à longue distance, plusieurs milliers de kilomètres, et parfois on se retrouvait, on va regarder un film ensemble de soir. Parce qu'il y a déjà moyen de le faire dans certaines applications. Ça irait bien cette position-là, tiens. C'était sur Netflix, monsieur. Il y a certaines applications qui permettent de le faire déjà, Netflix notamment, je crois que Spotify permet de faire ça aussi, mais là c'est ouvert à n'importe qui pourra intégrer ça dans son application. Et l'autre c'est Shazam, vous vous souvenez de Shazam, cette application qui permet d'écouter un morceau de musique quel qu'il soit et de reconnaître le titre même avec du bruit de fond. Souvenez-vous qu'Apple avait racheté Shazam en 2018. Et ils l'ont intégré dans iOS 13 déjà, ils l'avaient intégré si je dis pas de bêtises. Exactement, et bien maintenant il y a Shazam Kit, donc n'importe quel développeur peut intégrer de la fonctionnalité équivalente à Shazam dans son application, mais surtout peut aussi créer du contenu Shazam spécifique. Imaginez que vous soyez un éditeur de contenu, de vidéos, de cours par exemple, ou des vidéos comme, je reprends l'exemple de Netflix par exemple, vous pourriez indexer votre propre contenu sur la technologie Shazam de manière à ce que dans votre app, vous fassiez écouter votre app le contenu, un cours par exemple, et on vous dit automatiquement c'est le cours de tel professeur, tel module, tel machin, comme Shazam le fait. Donc 2 aspects, soit mettre le Shazam tel qu'on le connaît dans vos applications, peut-être un peu moins intéressant puisque l'application Shazam existe déjà, c'est déjà intégré à iOS, mais aussi produire du contenu Shazam spécifique pour votre contenu à vous. Okay. Tant qu'on parle des kits, un dernier kit, c'est celui de Siri, où Apple a eu la bonne idée d'ouvrir Siri aux développeurs d'appareils tiers. C'est-à-dire jusqu'à présent, pour avoir Siri, il fallait un appareil Apple. Maintenant, avec le Siri Development Kit, des fabricants d'appareils vont pouvoir mettre Siri dans leurs appareils,
comme Amazon le fait déjà d'ailleurs avec Alexa depuis de longues années. Il y a des milliers d'appareils qui vont de la voiture aux porte-clés connectés, aux lampes, aux tables de chevet, n'importe quoi, Sonos, qui ont Alexa. Eh bien, ces vendeurs-là maintenant pourront mettre aussi Siri et proposer peut-être les deux, un modèle Google ou un modèle Siri, voire même les deux. On pourra avoir Siri dans des voitures et d'autres. Donc, ils ouvrent la porte pour augmenter la taille de l'écosystème et mettre du Siri un peu partout. Et puis la dernière petite nouveauté pour les développeurs, j'espère que je vous ennuie pas trop avec ma casquette développeur, après je reviendrai sur l'informatique et le grand public, c'est Xcode Cloud. Xcode, c'est l'outil de développement qui permet de créer des applications iOS, macOS, TV, WatchOS sur Mac depuis des années et des années. Et ce que les développeurs font souvent, les développeurs professionnels, à chaque fois qu'on change le code, automatiquement l'outil va compiler tout le code pour s'assurer que le changement qu'on a fait ne casse rien, retourner des tests de façon automatique pour s'assurer de nouveau que le changement qu'on a fait ne change rien. On fait ça au fil de l'eau, c'est ce qu'on appelle de l'intégration continue. Typiquement, il faut une ferme de serveurs, parce que imaginez, vous avez 50 développeurs qui font des changements toute la journée. Oui. Il faut des machines qui, tout au long de la journée, compilent et build votre application. Eh bien, Apple fournit un système cloud pour que le build, donc la compilation, l'assemblage, le test de votre application ne se passe plus sur des serveurs qui sont chez vous, mais qui sont chez Apple, et tout ça s'intègre extrêmement facilement. Vous poussez un changement sur un outil de contrôle de code source, le build se produit dans le cloud, et dans Xcode, vous voyez le résultat quelques minutes après qui dit voilà, ça a marché ou ça n'a pas marché. Et ça peut aller très loin, ça peut jusqu'à publier l'application dans TestFlight. Oui. TestFlight, c'est l'outil de distribution d'applications bêta en test qu'Apple utilise, voire même à le publier sur l'App Store, toujours moyennant l'étape de vérification, évidemment, ça on ne la supprimera pas. Ça permet d'automatiser, en français il y a un très joli nom pour ça, les usines de développement logiciel. Et justement, Software Factory. J'avais envie de poser une question de béotien, mais comment sont gérés les conflits parce que quand il y a comme ça une flopée de développeurs qui travaillent tous sur la même application, alors ils ne travaillent pas tous sur le même bout de code, mais ces bouts de code interagissent les uns avec les autres quand même. Comment sont gérés les conflits à un moment donné, il y a arbitrage, il y a quelque chose Ouais, non, c'est pas une bête question, c'est une question tout à fait pertinente. J'ai pas dit que c'était une bête question, j'ai dit que c'était une question de béotien. De béotien, pardon. C'est pas la même chose. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de bête question avec des bêtes réponses. Donc. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Il y a deux types de conflits qui peuvent arriver. Il y a d'abord le conflit où on change un endroit du code et ça fait péter à l'autre endroit du code. Tiens, je n'avais pas prévu. Et ça, c'est exactement ce que ce service Xcode Cloud permet de détecter, parce que mon changement que j'ai fait qui marche chez moi, dès que je vais le confronter au changement des autres, qu'on va réassembler, rebuilder l'application complète et que lui faire tourner des tests, on va voir que ça marche plus à ce moment-là. Et c'est le genre de changement qu'il vaut mieux détecter le plus rapidement possible, parce qu'au plus tard on les détecte, au plus c'est difficile à résoudre. Et puis il y a l'autre conflit qui est un peu plus délicat, où par malchance, mauvaise organisation, on travaille tous les deux sur le même fichier source et la même ligne de code, et on va changer la même partie en même temps. Et là, entre le moment où on build, le moment où on compile et le moment où le développeur développe, il y a un outil de gestion de version entre les deux qui lui va détecter qu'il y a eu un changement sur la même ligne de code dans le même fichier, et là il peut pas résoudre automatiquement. Là il n'y a pas de miracle, il faut qu'un humain aille se plonge. Donc il faut un arbitrage humain à un moment donné sur pour dire voilà, c'est ce changement là qui est le bon et c'est celui-là que je prends. C'est ce qu'on appelle un conflit. L'outil de source code control le plus utilisé aujourd'hui, ça s'appelle Git, et quand il y a ça, il faut faire un Git merge, donc fusionner deux ensembles de changements incompatibles. C'est le cauchemar de tous les développeurs, c'est super difficile à faire. Si c'est un changement sur une ligne, ça va, mais en général, quand il y a des conflits de Git merge, et j'imagine que bien souvent, ou avoir des cheveux blancs. Si y a arbitrage, on préfère que ce soit un tiers qui arbitre à ce moment-là plutôt qu'un des deux développeurs, parce qu'ils vont jamais être d'accord. Ça dépend. Parfois, ça tombe sous le sens que l'un ou l'autre. Question de caractère, peut-être aussi. Parfois, c'est le chef qui gagne. Ok, bah oui, ça peut arriver. Voilà, donc des nouveautés pour les développeurs Apple, des nouveaux kits à inclure dans les applications, des nouveaux outils de développement, notamment de l'intégration continue dans le cloud, Siri qui pourra arriver bientôt chez vous dans des devices non Apple, et puis Swift Playground qui permet de mettre la programmation Swift dans les mains de tout un chacun sur un iPad. Vous voulez encore entendre parler de cette keynote? Ne touchez à rien, on en reparle d'ici quelques minutes sur le plan de la sécurité. Mais avant ça, il y a d'autres choses aussi dans l'actualité, bien sûr.
Un nouveau bébé. Ah, il est un beau bébé. Chez Boston Dynamics, vous savez, on aime bien quand ils nous font des robots. Des fois, on se pose la question c'est de l'image de synthèse. Non, ça a été fabriqué en laboratoire. Ce truc-là, ça n'existe pas vraiment. Et si, souvent, ça existe. Et c'est des fois un petit peu arrangé pour que ce soit encore plus joyeux et plus vendeur peut-être. Mais quand même, ils font des trucs, Aurélien, qui sont quand même assez balèzes, quoi. Il faut le dire. Oui. Alors, comme tu le disais, Boston Dynamics, on les connaît bien. On avait eu la petite vidéo avec les humanoïdes qui dansaient, le petit chien. Et on s'était, il y avait une vraie polémique. On s'était posé la question de savoir si ça semblait vrai, et c'était vrai. Et c'était vrai. Mais et donc du coup là, Boston Dynamics, donc certes en technique, en technologie, il la maîtrise, ça on est d'accord. Mais moi, de mon côté, je voyais ça plus comme une démonstration technique plutôt que des choses industrielles. Et ben non, là justement, ils me font mentir puisque ils viennent de sortir un robot qui s'appelle Stretch. Vous allez voir des vidéos, qui est un bras robotisé sur un AGV. Un AGV, c'est un petit robot mobile avec des roues, et qui est destiné à la manutention. Et donc en fait, Boston Dynamics a racheté une société qui était spécialisée dans la manutention qui s'appelle Kinema en 2014. Et donc ils ont vraiment la volonté de vraiment rentrer dans les usines avec des robots qui sont pas qui sont à des tarifs classiques de la robotique, qui sont pas extrêmement chers. Et donc ils présentent ce robot Stretch qui est destiné à vider des palettes ou vider des conteneurs. Et donc il sera disponible en 2022. Alors, la comparaison avec un humain pourrait se faire, parce qu'ils annoncent quand même 8 heures d'autonomie, sans pause déjeuner, je suppose. Voilà, sans pause pipi, merci Sébastien. Il peut décharger des cartons jusqu'à 23 kilos et à 4,5 secondes le carton. Donc, on voit donc dans la vidéo, je sais pas si Marc tu pourras la mettre. Ah ben là, oui. Donc il y a un conteneur qui arrive. Ils ouvrent les portes, le robot rentre dedans et décharge rang par rang, rangée par rangée, tous les cartons, et il met ça sur des tapis. Donc ça scanne la taille de chaque carton, le poids de chaque carton. Il y a un système à ventouse qui va le chercher. Voilà, on la voit bien là. Enfin, ceux qui regardent la vidéo, tu veux dire, parce que ceux qui nous écoutent ne voient rien du tout, mais ils le verront, parce qu'on va mettre les liens, évidemment, comme toujours. Oui. Et ils présentent ça toujours en ouvrant un carton et en prenant le petit chien qui était caché dans un carton. Donc ils sont quand même, le service com de Boston Dynamics, ils ont toujours, ils ont de l'humour, ils ont toujours, ça a rien des présentations de robots industriels austères, voilà. Là, il y a un côté humain, ils dansent, voilà. Et là, il y en a 2 qui vont danser, puis après, ils vont aller décharger les cartons. Bon, alors, s'ils ont 8 heures d'autonomie, est-ce qu'ils bossent 8 heures ou est-ce qu'ils dansent 8 heures? Je sais pas, mais... J'ai envie de dire que opinion personnelle, Boston Dynamics, c'est un petit peu à la robotique ce que SpaceX est à l'espace. C'est-à-dire qu'ils ont complètement redessiné l'environnement pour le rapprocher de l'imaginaire de certains films de science-fiction des années 90, etc. Mais ça fonctionne. C'est visuellement, on a envie ils arrivent à donner de l'attachement à des bouts des boîtes de métal, et même quand c'est industriel, comme c'est le cas ici avec ces robots qui déchargent des containers, voilà, je trouve ça intelligent de la manière dont c'est fait. Je sais pas si c'est le but par plaisir de toucher le grand public ou sur le plan commercial, effectivement, ça marque des points chez les professionnels, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je trouve que ça plutôt rigolo. Voilà. Moi, je pense vraiment qu'ils ont une grosse carte à jouer, parce qu'en fait la stratégie d'avoir publié des vidéos et du contenu en montrant que technologiquement ils étaient très forts et que maintenant ils arrivent dans une entreprise, moi je pense qu'il y a beaucoup de... c'est pas mon cas, mais j'appartiendrai à une boîte qui investit dans des robots de Boston Dynamics. Je trouverais ça hyper positif pour l'image de la boîte, pour tout ça. Et je pense qu'aussi que, comme tu le dis, c'est un peu même philosophie Tesla aussi, où ils sont repartis, ils n'ont pas cherché à prendre une voiture standard et à la mettre en électrique,
ils ont retour fait de la feuille blanche. Et je pense que ces robots-là ne fonctionnent pas de la même façon en termes d'automatisme industriel que les robots avec les grandes armoires d'automates, les borniers, les machins. À mon avis, dans ces robots-là, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment une autre façon de voir les choses. Et moi, je pense que ça va marcher. Et que si en termes de prix, ils sont placés comme des robots standards, je pense que ça va marcher et je pense qu'ils vont en vendre et qu'ils auront bonne presse. Petite précision, parce que tu as beaucoup parlé d'image, mais c'est vrai qu'on est essentiellement écouté en podcast, et donc c'est toujours un petit peu frustrant de ne pas avoir l'image. Si je vous imagine en train de faire votre jogging, en disant mais de quoi parle-t-il, machin, il parle d'image, machin. Alors, pour tout vous dire, il n'y a pas de main à ce robot. Ce sont des ventouses, de multiples ventouses. C'est la raison pour laquelle j'imagine que les cartons qu'il peut transporter, la charge est limitée à 24 kilos, si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. 23 kilos, parce que ce sont des ventouses, et il y en a plusieurs, il y en a une dizaine sur le bras, mais quand même, ça limite quand même les possibilités. C'est un parti pris plutôt malin pour les petits colis ou les moyens colis que l'on retrouve comme ça dans ces containers. Et c'est vrai que le décharger à la main, forcément, ça peut prendre plus de temps, ça peut être plus... Voilà, si on peut empêcher les gens de souffrir au travail, autant utiliser à ce moment-là des robots. C'est le but, c'est pas uniquement pour faire des économies sur le personnel, je pense. C'est aussi pour soulager le personnel, en l'occurrence dans des tâches un peu ingrates comme les tâches celle-là. Pénibles. Et les tâches pénibles, effectivement. Ok, super. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. J'espère qu'ils vont continuer à nous étonner pour conclure sur Boston Dynamics. Mais je pense que ça va être encore le cas. Mais si je ne dis pas de bêtises, la police française, ou est-ce que c'était à Paris, non, l'armée. Ou l'armée, peut-être. Ils avaient le chien, j'ai oublié le nom, et ils l'ont, paraît-il, abandonné. Enfin, pas abandonné avant les vacances, n'abandonnez pas vos animaux. J'imagine le pauvre truc accroché à un arbre. Moi, je vais aller à l'SPA. Je vais aller à l'SPA le chercher. Mais par contre, je sais pas pour quelle raison ils ont abandonné provisoirement, manifestement, l'idée, mais peut-être que ça reviendra, on en saura plus. Évidemment, l'usage militaire, c'est le truc qui nous intéresse, nous, en tout cas, chez les technos, peut-être un tout petit peu moins, même si ça fait avancer aussi la recherche et les développements de ce type d'outils. On passe à la suite. La lettre C comme CDN. Le grand public a appris, par certains médias du moins, c'est que c'était un CDN cette semaine. Fastly est, on va dire, la boîte qui touche sa bille dans le domaine des CDN et qui est tombée en panne cette semaine et qui a foutu vraiment le brin, comme on dit dans le Nord, sur pas mal de sites web réputés, connus, utilisés, de médias ou pas. Voilà, c'est l'occasion, Sébastien, de expliquer ce que c'est un CDN et pourquoi ça a planté, peut-être, et en tout cas pour quelles raisons on en est arrivé là. Voilà. J'allais commencer en disant, c'est quoi le point commun entre Le Monde, le New York Times, le Guardian, GitHub, Twitch, Reddit, PayPal, certains sites régionaux d'Amazon. Alors, il faut le dire à nos amis journalistes, quand votre site ne fonctionne pas, c'est pas forcément une attaque. Ne le prenez pas tout de suite pour vous. Tout le monde ne vous en veut pas. Il faut être très clair là-dessus. Ça peut être une panne, par exemple. Il faut arrêter avec la parano. T'imagines le journaliste qui sort de la rédaction, qui prend sa voiture, elle ne démarre pas, il dit « On m'a piraté ma voiture !» Ah non, j'ai oublié de mettre de l'essence. C'était ça le problème. C'est ballot. Vas-y, je t'écoute. Donc une panne cette semaine qui a touché tous ces sites web que j'ai cités et bien d'autres encore, qui ressemblait à une panne de DNS d'abord, et puis en fait c'est une panne de CDN. Pourquoi la panne, j'en sais rien. J'ai pas. On le sait pas d'ailleurs. Aujourd'hui, il parle d'une mise à jour qui aurait foiré, une mise à jour logicielle. Enfin, il reconnaît. Un stagiaire. C'est de leur côté. Ce qui est intéressant, c'est de savoir c'est quoi un CDN, parce que finalement, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est un CDN. Quand vous avez un site web à relativement fort trafic, souvent les sites web distribuent exactement le même contenu à tous des utilisateurs dans une zone géographique donnée. Si vous allez sur le site d'un média, ce que j'ai cité, ou sur Reddit, ou sur GitHub, le contenu ne change pas toutes les minutes, en tout cas pas pour tout le monde, pas la même partie du site web. Et donc, ça n'a pas de sens d'assembler ces pages, de consommer des cycles CPU, de faire tourner des scripts côté serveur web pour assembler ces pages à chaque fois que quelqu'un vient le chercher. Si je vais sur Le Monde par exemple, pendant 15-20 minutes, il n'y a pas de nouveaux articles, ça sera exactement le même contenu qui sera servi à tout le monde. Et donc ça a du sens de mettre ce contenu dans des caches
qui sont ce qu'on appelle sur la bordure du réseau. Je me promène sur la bordure du réseau, the edge of the network. C'est quoi la bordure du réseau? Ce sont des petits data centers qui sont bien connectés où arrivent vos connexions Internet. Donc quand moi je suis dans la région parisienne pour le moment, quand je me connecte sur lemonde.fr, ma requête, elle va pas sur le serveur du Monde qui est dans leur cave ou chez un cloud provider quelque part. Elle va sur un site de Edge, désolé, j'ai pas de bonne traduction française, la bordure, où on va me servir du contenu en cache, c'est-à-dire du contenu pré-assemblé, pré-mâché, où il n'y a plus qu'à me le livrer. Et pourquoi c'est bien pour moi? Parce que ces sites en bordure du réseau, ils sont proches de moi. Et je crois que c'est dans le dernier épisode, justement, où vous en parliez avec la Thaïlande, le point clé de la perception de vitesse sur Internet, c'est pas tellement la bande passante que vous avez, c'est la latence. Et la latence, c'est le temps qu'il faut pour un petit paquet d'informations de sortir de mon appareil, d'aller jusqu'à un serveur qui va donner le contenu et de revenir. Et la latence, ça dépend essentiellement de la distance et de la vitesse de la lumière. On peut pas trop jouer sur la vitesse de la lumière, alors on essaye de jouer plutôt sur la distance en mettant le contenu proche des utilisateurs dans des caches en local. J'ai envie de dire que ça tombe justement bien parce que ce qui ne coûte pas cher à l'heure actuelle, c'est le stockage, alors que la bande passante, elle a un coût qui a tendance à augmenter, si je dis pas de bêtises, en tout cas, la bande passante a un coût que n'a pas le stockage. Donc c'est plutôt pas mal de voilà. Et effectivement, ça a un effet intéressant sur le site web. Je continue avec Le Monde pour le moment parce que c'est mon exemple, mais ça s'applique à des tas de sites web. Ça veut dire que la page que moi je vais voir, elle ne sort pas du serveur du Monde. Donc si le serveur du Monde doit avoir une connexion Internet sortante, ils peuvent se permettre d'avoir une connexion un peu plus petite parce qu'ils ne doivent pas servir eux-mêmes tout le trafic. Non, ils servent le trafic que vers tous ces caches. Et ces caches, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers dans le monde. Et puis les gens comme moi, les lecteurs, ils vont aller chercher le contenu sur les caches. Et donc effectivement, c'est le fournisseur du cache qui va payer la bande passante, enfin qui va fournir la bande passante. Évidemment, il va le refacturer à son client, le Monde derrière. Et donc c'est ça, un CDN. Un CDN, ça veut dire Content Delivery Network, un réseau de distribution de contenu. Et avec mon explication, vous avez bien compris à quoi ça sert. Si jamais le Edge Location auquel je m'adresse n'a pas le contenu ou que le contenu est expiré, alors là, le Edge Location, il va aller sur le site du Monde, il va dire hey, donne-moi du contenu frais, qui va remettre en cache pour servir tous les utilisateurs. Alors des CDN, il y en a une bonne quarantaine sur le marché. Les très très grands, ceux qui ont une énorme part de marché, c'est Akamai, peut-être un nom que vous avez déjà entendu. Oui. C'est Cloudflare. Ouais. Et un dont personne n'avait jamais entendu jusqu'à présent, mais qui est quand même des gros clients. Souvenez-vous la liste que je vous ai donnée au début. Fastly. Et donc voilà, c'est le métier de Fastly. Et il se trouve que Fastly, ils ont fait une mise à jour logicielle sur leur système. C'était mardi ou mercredi matin de cette semaine. Non, mercredi, c'était hier, puisqu'on est jeudi aujourd'hui, donc c'était mardi matin, si je me souviens bien. Et tout d'un coup, tous ces sites web étaient down, étaient plus accessibles. Alors, chapeau à Fastly qui a communiqué extrêmement bien pendant cette petite période de crise. D'abord, ils ont reconnu le problème. Ils ont mis à jour une page de statut qui donnait la progression en disant voilà, on est en train d'investiguer, etc. Et c'était mis à jour très régulièrement. Et puis ça n'a pas duré longtemps. Moi, j'ai une demi-heure, 40 minutes. Un peu plus quand même. Le temps que il y a toujours un temps de propagation une fois que les choses se remettent en place. Donc c'est difficile à dire. En tout cas, depuis la Belgique et sur les sites sur lesquels j'étais, ça a pris quand même au total entre la panne et la résolution de la panne une bonne heure, je dirais. Une bonne heure. Ce qui est quand même très très peu à l'échelle où ils opèrent, le temps de se réveiller, de se rendre compte de ce qui se passe, de comprendre le root cause, la cause principale, de l'identifier, de revenir en arrière de façon relativement maîtrisée. Il ne faut pas aggraver le problème non plus. Donc ils ont super bien réagi. Bon, et les pannes, ça arrive à tout le monde. L'idée, c'était vraiment pas d'enfoncer Fastly. Je crois qu'au contraire, ils ont fait un très très bon travail. Mais ça a rappelé, on pensait que le web est un système distribué, et en fait, on se rend compte qu'il y a quelques acteurs qui concentrent quand même beaucoup de trafic et de puissance. Je crois que celui qui a la moins mauvaise histoire en matière d'excellence opérationnelle, c'est Akamai. Je me souviens pas avoir vu Akamai down depuis les 10 dernières années. Akamai, c'est de loin le plus grand. Ils ont des milliers de spécialisé justement dans les flux vidéo, audio, il me semble. Au début, oui. Je sais pas si c'est encore le cas. Je suis pas trop. Mais effectivement, Akamai a fait beaucoup de flux vidéo et audio. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est comme quoi tout est interconnecté et tout le monde travaille avec tout le monde. Il n'y a pas de clocher ou quoi que ce soit. Quand la technologie est bonne et soutenable,
ce qui est entre guillemets amusant, pas pour tout le monde évidemment, c'est que Twitch, qui appartient à Amazon, a été impacté également par cette panne. Juste pour la petite anecdote, dans ces cas-là, on essaye un peu tous les devices et toutes les plateformes possibles et imaginables, et sur l'Android TV, j'avais mis Twitch, qui avait un panneau qui disait qu'il y avait une panne, etc., qui se rafraîchissait manifestement de manière un peu automatique. Et à un moment donné, l'image est revenue, et quand on arrive sur Twitch, on voit toujours la vidéo d'un gars qui est en live, etc., et là, on est tombé sur un gars qui était on aurait activé sa webcam à distance, il n'aurait pas tiré une autre tête. C'était assez comique. Donc le signal était revenu, un petit peu comme à l'époque des émetteurs FM ou VHS, ou VHF, pardon. Donc c'était assez cocasse comme situation. Ceci étant dit, voilà, alors que Amazon a un produit Oui, je me suis un peu renseigné sur ça parce que je trouvais ça étrange aussi. Amazon a un produit de CDN qui s'appelle CloudFront, et je me disais tiens, Amazon n'utilise pas CloudFront, et au fait Amazon on utilise plusieurs, et CloudFront évidemment c'est le produit maison. Fastly c'est public maintenant puisqu'Amazon était down pendant la panne de Fastly, ils peuvent pas nier qu'ils l'utilisaient pas, et d'autres aussi que je peux pas citer, mais justement ils en utilisent plusieurs pour éviter que la panne de 1 impacte la disponibilité du site web. Donc là ils ont quand même foiré un truc à mon avis. Oui, c'est ça. La panne de 1 a impacté, en tout cas dans certains pays. Je sais que Amazon Allemagne a été indisponible pendant un petit moment. Et il y a peut-être aussi un temps de basculement. Je sais pas Prime, trop, mais justement. Je pense qu'Amazon Prime Vidéo a été impacté aussi à un moment donné, mais Donc justement, les très gros acteurs, ils utilisent plusieurs CDN pour se prémunir de ce genre de panne. Mais même quand on en utilise plusieurs, ça peut quand même rendre le site inaccessible. C'est tellement rare en même temps. Est-ce qu'on peut leur en vouloir Voilà. En même temps, quand un site marchand comme Amazon, ça une heure de Amazon en Allemagne, moi ça se chiffre avec beaucoup de zéros. Je veux bien le chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Donc et on ne traîne pas des pieds, quoi. Je veux dire, donc voilà. Pour l'explication de cette panne de cette semaine de Fastly. Maintenant, vous savez ce que c'est Fastly. Vous savez ce que c'est un CDN. Voilà. Et voilà. Et maintenant, quand il y aura une panne, amis journalistes, ne criez pas directement. C'est les Chinois, les Russes, les ennemis de gauche, de droite, du dessus, du dessous. C'est pas toujours le cas. Ça peut être simplement une panne, tout simplement. C'est banal, hein, oui, je le sais. Passons à la suite. N comme NVMe, NVMe, on dit en général. Il y a une nouvelle norme de cette norme, une nouveauté, une nouvelle version de la norme mémoire flash. Voilà. Je vais arriver à mettre des phrases bout au bout du bout. Mais je vais laisser parler Aurélien, il fait ça très bien. Oui. Je trébuche aussi très bien comme toi. Mais... Bon, oui, non, alors, nouvelle version de la norme NVMe, donc on va parler stockage, disque dur, et alors, j'avoue que quand j'étais, il y a quelques années, je m'intéressais bien, et j'étais bien friand de petites nouveautés sur ce domaine-là, mais alors, ça va à une telle vitesse que j'arrive plus à suivre, donc je me suis remis à la page, et puis j'ai dit, tiens, je vais en faire une news, comme ça, au moins... Je serais peut-être pas le seul couillon à... Je vais réviser mes leçons avec vous. Ben, un peu. Non, mais... Pourquoi pas Non, mais c'est vrai, disque dur M2, machin, tout ça, maintenant, je sais plus. C'est vrai que quand on n'est pas dans le hardware et qu'on monte pas des machines tous les jours, machin, etc., je le sais, on en sait tous quelque chose. Quand tu as une machine à monter toi-même, souvent, quand on fait ce qu'on fait, la vidéo, machin, etc., on aime bien avoir sa propre configuration, on essaie de l'étudier le mieux possible, et chaque fois remettre son nez là-dedans et voir ce qui est compatible, ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui est le plus adapté à ceci, cela. C'est chaque fois un casse-tête, c'est un vrai métier, il faut le reconnaître. Et ceux qui font ça à longueur d'année, on leur tire notre chapeau parce que il faut suivre. T'as tout à fait raison et c'est pas toujours évident. Donc NVMe pour non-volatile memory et le E c'est Express. Alors en fait, les disques durs avant avaient un protocole. Donc je parle des anciens disques durs qui tournent avec des plateaux. Avaient donc un protocole qui passait par un protocole qui gérait donc ces plateaux. Et ça n'était quand les disques durs à mémoire flash sont arrivés, les SSD sont arrivés, ce protocole n'était plus optimal puisqu'il n'y avait plus de disques à faire se tourner, il n'y avait plus tout ça. Mais l'histoire a toujours... c'est comme pour les voitures électriques, on cherche à mettre une nouvelle technologie avec des anciens protocoles. Donc...
Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les disques durs SSD tournaient encore avec le protocole des anciens disques durs qui tournent. Jusqu'à ce qu'ils se disent, bon bah voilà, maintenant on va faire des disques durs à mémoire flash, on va leur faire leur propre protocole et on va gagner du temps à ne pas à ne pas avoir à gérer ces plateaux qui tournent et tout ça. Donc là, en fait, la nouvelle version de cette norme, elle modifie 3 choses. Elle modifie elle va chercher à utiliser toutes les zones du disque. Parce que vous savez qu'un disque dur à mémoire flash, on peut écrire qu'un certain nombre de fois. Il y a un certain nombre de cycles où on peut écrire et effacer. Donc, elle va chercher à optimiser le placement des données en fonction de la fréquence des usages. Donc, forcément, plus vous avez une donnée qui est écrite souvent, plus on va la mettre, on va la dispatcher partout. Utiliser des clés, en fait, au niveau de l'adressage, avant on envoyait des adresses, maintenant ce sont des clés. Alors me demandez pas exactement comment ça fonctionne. Et, alors c'est là où ça me fait rire, c'est utiliser des disques durs tournants. C'est-à-dire que la norme NVMe, vous pourrez mettre, comme quoi on fait marche arrière, vous pourrez mettre des disques durs à plateau sur la norme NVMe maintenant. Donc bon, ça sera... On fait le travail dans un sens, le travail dans l'autre, c'est assez drôle, c'est énorme, moi ça me fait rire. Donc tout ça pour dire que en fait, juste un mot, Aurélien, je vais te demander de ne pas crier, s'il te plaît. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu n'auras pas besoin de micro, tout le département dans lequel tu habites l'entend déjà, si la fenêtre est ouverte, tout le monde t'a déjà entendu, et en plus si tu passes en plus par mon micro depuis Bruxelles. Donc ne crie pas, D'accord. calme-toi, Okay. Ça va aller. Non mais depuis que tu m'as demandé de mettre mon micro près, maintenant Oui, mais c'est pas une raison pour hurler. et donc cette norme NVMe, elle permet quand même de passer à... Alors c'est des données, c'est des débits théoriques, hein, à 8 gigaoctets par seconde quand même, vous imaginez ça, moi j'ai connu des PC avec 100 mégaoctets de disques durs. Contre des disques durs standards qui étaient à 600 mégaoctets seconde. Donc il y a plus qu'un rapport 10. Et dans l'article qu'on vous met en lien, on parle aussi de... on l'a bien vu ces dernières années, la vitesse à laquelle votre PC boot et tout ça c'est lié à ces normes-là. Quand votre PC boot, vous allez chercher, vous chargez un système d'exploitation à partir du disque dur. Et les temps d'accès de votre disque dur à ce moment-là sont critiques et c'est ce qui fait votre temps de démarrage. Ouais. Donc voilà, comme le disait Marc, si vous montez une machine vous-même, faites attention, il y a 50 types de connectiques, 50 types de NVMe. J'ai lu des trucs, mais il y a plusieurs types de NVM avec plusieurs types de connecteurs. C'est assez complexe. Si vous cherchez vraiment du débit, faites vraiment attention au type de connecteur que vous mettez. Mais en tous les cas, c'est hyper intéressant. Et la démarche aussi est intéressante de voir qu'en fait, on avait une nouvelle techno qu'on a mis avec un ancien protocole et maintenant on met une norme pour la nouvelle techno et on intègre l'ancien protocole. Donc, c'est le principe d'une norme, à un moment donné, c'est d'éliminer les autres normes qui font la même chose. C'est un peu le principe du jeu aussi. Bon, si ça va dans ce sens-là, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on va avoir des disques de plus en plus... Enfin, des disques. On va continuer à appeler ça des disques. Hein. C'est comme les podcasts, on appelle ça des émissions. Mais on n'émet rien du tout. Hein. J'ai pas d'antenne, moi, chez moi. Il n'y a rien. Donc, on continue à utiliser des termes comme ça, sans plus savoir à quoi ils faisaient référence. Quoi qu'il, nos disques d'aujourd'hui vont perdurer et on va encore utiliser des disques durs avec des plateaux pour certaines applications, mais ça va être de moins en moins courant. Je sais pas ce que t'en penses, Sébastien. Tu es au plan du chef. Je comprends pourquoi. Ouais, ça permet d'avoir un seul contrôleur NVMe, quel que soit le disque que tu as derrière, voire d'avoir des disques hybrides et donc d'avoir des stratégies. Alors à la maison, ça s'utilise peut-être pas beaucoup, mais en entreprise, c'est assez classique d'avoir des stratégies de stockage différentes. On appelle ça des tiers de stockage, donc les données chaudes, on les garde sur le disque SSD. Oui. Les données froides, auxquelles on a moins besoin d'accéder, on les met sur un disque à plateau qui coûte moins cher et qui est plus lent. Si on peut simplifier la manière dont on accède à ces disques en n'ayant qu'un seul contrôleur, ça a beaucoup de sens pour les fabricants de serveurs, ça fait moins de place. Ou de NAS, il y a beaucoup de NAS qui font du mixte. Oui, voilà. C'est donc une norme qui évolue. On a mis, comme chaque fois, on met les liens vers articles, vers Wikipédia aussi, parce que on en parle de cette norme sur Wikipédia. Si vous avez envie d'aller plus loin, et si vous avez envie de monter vous-même votre machine, documentez-vous par pitié, parce que c'est vrai que on se retrouve des fois avec une carte mère qui est pas compatible avec la carte NVMe qu'on voulait mettre dedans, parce que c'est une longue et pas une courte, et des machins comme ça. Il y a tellement de produits sur le marché que ça devient difficile, et sinon
sinon, faites appel à un professionnel pour être sûr. Posez-nous toujours la question au passage. Hein. Peut-être vous êtes de bonne utilité, peut-être pas moi, peut-être pas Sébastien. Xavier touche à quand même. Xavier touche un peu à tout ça. Donc, il pourrait peut-être donner quelques petits conseils pratiques sur ce type d'objet. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la lettre N. On va passer à la lettre suivante. S comme suivante, non, comme sécurité. Et donc, c'est l'occasion de reparler de cette keynote Apple, qui en fait de plus en plus pour la sécurité, manifestement. La sécurité, la confidentialité des données, et c'est promis, après j'arrête de parler d'Apple aujourd'hui. Oui. On va se faire allumer de toute façon, c'est bon. Les 6 premières minutes étaient déterminantes, on va avoir tous les rageux sur le dos, ça c'est sûr. Mais vas-y, on continue. 3 choses que j'ai retenues. Je commence par celle qui existe déjà un peu mais qui est tente, c'est le mail relay. Donc l'idée du mail relay, ils vont proposer un service dans eCloud qui a été renommé pour l'occasion eCloud Plus, donc avec plus de fonctionnalités mais pour le même prix, un service de relais d'email, donc de pouvoir générer des adresses email uniques, abcd123 @apple.com, que vous pouvez partager avec un hôtel, une newsletter, un site web, et les mails qui seront adressés à cette adresse-là vont être envoyés chez Apple, et Apple vous les fera suivre sur votre adresse traditionnelle, Outlook, Gmail, ou enfin votre adresse email. Ça permet d'avoir une adresse unique par site web, et donc si jamais vous commencez à recevoir de la pub, du spam ou autre sur cette adresse email, vous savez où vous l'avez laissé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il l'avait déjà... Ça existe déjà dans le monde Apple. Je crois que c'est Benoît qui en avait parlé au moment où c'était sorti, si j'ai bonne mémoire. Ça existe avec le login with Apple, le signing with Apple. Au moment où je veux m'authentifier avec Apple, si l'application auquel je m'authentifie demande une adresse email, l'appareil iOS ou macOS me demande quelle adresse email vous voulez que je donne, votre vraie adresse ou une adresse masquée. Là, ils vont généraliser ça. C'est pas uniquement pour le signing with Apple, c'est pour n'importe quel usage. Dans eCloud Plus, vous aurez un mail relais. Deuxième chose qui a attiré mon attention, c'est après avoir banni les cookies first party et le tracking, on en a déjà parlé longtemps dans les technos, donc je vais pas revenir là-dessus. Ils bannissent maintenant le pixel, le tracking pixel. Alors c'est quoi le tracking pixel? C'est une technique que les gens qui envoient des mails utilisent. Ils vous envoient un mail qui n'est pas en texte, qui est en HTML, et dans cet HTML, il y a une image d'un pixel quelque part, c'est-à-dire on la voit pas à l'écran, qui, comme toute image, c'est un lien. Si vous avez déjà codé la page HTML, c'est un lien vers l'image qui se trouve sur un serveur chez vous par exemple, et si jamais on appelle quelque chose, appelle cette URL-là, vous savez que votre mail non seulement a été reçu, mais qu'il a été ouvert, puisqu'il a fallu afficher le pixel à l'écran, et donc pour peu qu'on mette les bons paramètres dans l'HTML derrière, on peut dire quelle est la personne exactement, sur quel appareil, quelle adresse IP, quand. Imaginez que vous en mettiez plusieurs dans une newsletter, ça permettrait de savoir exactement jusqu'où vous avez lu la newsletter, quels sont les articles que vous avez lus, etc. Donc c'est un moyen assez puissant, surtout que maintenant les newsletters reviennent à la mode, il y en a de plus en plus, et certaines qui sont payantes. Il se trouve qu'Apple Mail va détecter ça et bloquer ça, donc vous ne serez plus suivi par les pixel tracking si jamais vous utilisez des newsletters dans Apple Mail. Et enfin, la dernière nouveauté, elle est assez sympa, elle fait partie d'eCloud Plus également, et là personne ne les avait venir avec ça, et surtout pas avec ce type d'implémentation. C'est un serveur VPN. Alors ils l'appellent pas comme ça parce que c'est pas vraiment du VPN, mais l'idée c'est de faire un relais privé pour masquer à votre service provider, votre navigation sur Internet. Souvent, on a envie de démarrer un serveur VPN parce qu'on va aller sur un site web et j'ai pas envie que mon fournisseur Internet regarde ce que j'aille faire. Je veux pas que le site web sur lequel je vais trouve mon adresse IP source, etc. Et donc, vous utilisez des VPN. Il y a peut-être moyen de faire un hors-série aussi. Tiens, quels sont les VPN? Comment mettre en place un VPN, etc. Et Apple va proposer gratuitement, si j'ai bien compris, dans le package eCloud Plus, un service de relais de navigation, mais un peu plus intelligent que les VPN. Parce que le problème avec le VPN, c'est que c'est un tunnel sécurisé entre moi et le serveur VPN. Donc à partir du moment où j'ai activé ma connexion VPN, tout mon trafic, quel qu'il soit, que ce soit vers Amazon, Google, Apple, Facebook ou lestechno.be, le trafic est chiffré jusqu'au serveur de VPN. Le serveur de VPN le déchiffre, fait la connexion pour moi sur lestechno.be, reprend le contenu, chiffre le contenu et me renvoie le contenu. Donc lestechno ne voit pas que c'est moi qui me connecte, il voit que c'est le serveur VPN qui se connecte. Mais il faut avoir confiance dans son serveur VPN, parce que le monsieur qui contrôle le serveur VPN, ou la madame, soyons inclusifs, il peut voir tout le trafic
qui passe en clair, enfin clair en HTTPS éventuellement, mais il voit sur quel site web je vais, quand, etc. Donc ce qu'Apple propose, c'est une implémentation avec 2 serveurs. Un serveur qui appartient à Apple et un serveur qui appartient à une trusted third party, comme on dit en franglais, donc un tiers de confiance, pour parler français. Ils n'ont pas dit qui serait ce tiers de confiance, ils ont juste dit qu'ils travaillaient avec des grands acteurs de la distribution Internet. Et donc je reviens sur mes CDN, on peut imaginer des Akamai, des Fastly, ils n'ont pas donné de nom, mais voilà, ce sont les usual suspects. Là. Et alors c'est pas le protocole VPN exactement, donc ça marchera pas avec des clients VPN, ça marche uniquement sur iOS, macOS, tvOS. Qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de faire une connexion? Mon adresse IP communique avec le serveur d'Apple d'abord, mais la destination est chiffrée chez moi. C'est-à-dire qu'Apple reçoit la destination chiffrée et ils ne savent pas voir à qui je veux m'adresser. En revanche, ils savent très bien de qui ça vient. Ça vient de moi. Apple fait suivre ça à un deuxième serveur chez XYZ. Et ce deuxième serveur, lui, il verra que la source, c'est Apple. Il voit pas que c'est moi. Ouais. Et il va déchiffrer la destination, parce que lui, il a la clé qui permet de déchiffrer la destination. D'accord. Et donc, lui, il va faire la connexion sur les technos. Donc Apple sait que ça vient de chez moi, mais ils savent pas où je veux aller. Et le deuxième, ils n'ont pas dit qui c'est. Ils savent que ça vient d'Apple, mais ils savent pas que ça vient de chez moi, mais ils savent où je veux aller. Et donc il y a personne, ni Apple ni son partenaire, qui connaissent les deux, qui sait et où on va. Ils ont chacun une partie de l'information. Exactement. C'est malin. Et donc le serveur tiers, il appelle des technos, il reçoit le truc, et puis il renvoie tout à Apple. Apple fait un mapping entre les requêtes et les réponses, et il me renvoie tout le truc. Donc c'est pas le protocole VPN, ça marchera pas avec OpenVPN et ces trucs-là, mais ça permet de vous anonymiser sur le web. Le serveur sur lequel vous allez voyager ne voit pas où vous allez, votre service provider ne voit pas où vous allez, et je trouve ça très malin. Ça sera intégré en client dans les appareils iOS, macOS, probablement tvOS, watchOS, je ne sais pas, mais en tout cas iOS et macOS, est fourni comme service avec iCloud Plus qui, je rappelle, ne change pas de prix. Oui, ce sont des arguments que les gens qui sont férus de sécurité et qui comprennent tous ces enjeux, c'est des arguments qu'ils vont entendre, clairement. Et voilà, je n'ai pas envie parce qu'ils n'en ont pas besoin de livrer de la pommade à Apple, mais pour le coup, ils se positionnent quand même sur un segment de marché où les autres, il y en a qui font du VPN, il y en a qui font un peu, ils y sont pas encore, il y a pas, et surtout il y a pas celui qui maîtrise aussi le hardware qui va avec, etc. Donc c'est plutôt, moi je sais pas ce qu'en pense Aurélien, mais moi je trouve ça plutôt intelligent comme positionnement. Ça me parle personnellement, non? Ah si, on saura où les utilisateurs d'Apple vont. Oui, c'est ça. Pas nommément, mais le groupe Apple. En fait, il y a une caste des gens qui ont Apple. Oui. Après, il y a le reste du monde. Oui. Le partenaire d'Apple connaîtra les usages des clients Apple, sans savoir. C'est peut-être là-dessus qu'il va se payer d'ailleurs. Si ça se trouve. Ou Apple va les payer. Ou Apple va les payer. Ouais. Bon, voilà, on entend l'argument. Il faut voir comment ça va fonctionner. Il faut voir s'il n'y aura pas de faille, s'il n'y aura pas de ça a besoin d'être. Jamais on a relevé une news de faille, nous. Non, jamais. On ne fait jamais ce genre de choses. Donc, à voir, comme j'ai envie de dire. Passons à la suite. La lettre T comme Twitch, j'étais assez étonné qu'on retrouve cette news dans un épisode, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire finalement, ou alors je me trompe complètement et Aurélien va nous déballer l'histoire de Twitch, puisque c'est l'anniversaire de Twitch. Oui, c'est ça. Mais parce que je me suis dit, épisode avec Marc et Sébastien, faut que je sorte un anniversaire. C'est obligatoire. Ouais, mais en général, avec Sébastien, c'est les plus de 30 ans en général. Ouais, 10 ans. 10 ans, c'est petit joueur. 10 ans, ils fêtent pas. Petit joueur. Bientôt tu vas venir avec un anniversaire. Alors, regardez ce service à 2 ans. Ouais, super. Non, bien essayé. Vas-y. Non, mais j'ai essayé. Non, mais oui, c'était pour retracer un peu l'histoire quand même, parce que c'est clair que c'est 10 ans. Mais donc en juin 2011, avant, il y avait donc un service qui s'appelait Justin.tv qui a été créé par Justine Kahn. Je sais pas si moi j'ai pas connu. Oui. Mais... Et Vas-y. Ne crie pas, surtout ne crie pas. Je ne crie pas, attends, j'éloigne mon micro un peu. Oui, c'est ça. L'histoire, c'est
C'est un joueur de StarCraft 2 qui s'appelait Dean Plot, qui avait besoin, donc qui était sur Justin.tv, Justin.tv, et puis qui était sur Twitch, parce que donc ce n'était que du streaming de gaming, il n'y avait pas du tout de notion d'abonnement. Et en fait, ce joueur-là, il a eu besoin d'argent pour sa scolarité. C'est quand même l'histoire. Et il a contacté Twitch, il a contacté sa communauté, et il a engrangé beaucoup plus d'argent que ce qu'il avait besoin sur son compte PayPal. Et là, Twitch s'est dit, mais on va faire un truc. On va mettre un bouton abonnez-vous, et on va permettre aux gens de donner de l'argent à des gens qui suivent sur des plateformes. Et donc ça a été racheté en 2014, donc 3 ans après sa naissance par Amazon, pour la modique somme de 970 millions de dollars quand même. Ils avaient quand même bien flairé le truc, parce que en fait, ce qui est vraiment, à mon sens, ce qui est vraiment malin et original dans le concept, c'est qu'on peut regarder, donc Twitch, vous connaissez, hein, on stream du contenu qui peut être à la base des jeux vidéo, mais maintenant c'est beaucoup plus large, hein. Il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font du dessin, de l'électronique, de l'informatique. Il y a même j'ai entendu qu'il y avait des luthiers sur Twitch. J'ai pas été voir, mais ça m'intéresserait de regarder comment Pourquoi on pas. Enfin, voilà. Et donc en fait, ce qui est innovant, c'est que vous pouvez regarder quelqu'un juste pour voir. Vous regardez gratuitement, et si vous voulez soutenir cette personne, vous pouvez la soutenir moyennant un abonnement de quelques euros par mois. Je ne sais pas exactement s'il y a différents niveaux d'abonnement. Oui, sûrement. Peu importe, mais bon, bref, en tous les cas, ça a permis quand même, je pense, au cours de ces 10 ans, à des gens de vivre de ça, Alors, vivre et pas vivre, hein. On va y venir après, parce que l'article en parle aussi. Il y a des gens qui en vivent très bien, et il y a beaucoup de gens qui en vivent très mal. Faut être clair. La majorité d'ailleurs en vivent pas, d'ailleurs, hein, il faut être clair. Oui. D'ailleurs, il y a une statistique qui dit qu'il y a un peu moins de 10% des streamers aujourd'hui qui ont moins de 6 spectateurs par jour, ce qui est ridicule, et ce qui ne peut pas générer. C'est notre cas. C'est notre cas, mais on vit pas que de Twitch. Non, c'est vrai. Non, là, il y a l'amour, l'eau fraîche, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, très important. Exactement. Commentaires de nos auditeurs. Voilà. C'est sur les épisodes qui parlent d'Apple à venir. Donc, non, mais bon, je voulais quand même reparler de cette histoire-là. Est-ce que Twitch est sur le haut de la bosse, et est-ce que c'est un modèle qui a vu qui est à son apogée? Il y a des gens qui tentent des trucs, hein, YouTube Gaming, Facebook Gaming, Microsoft Mixer. Il y a des gens qui tentent de rentrer dans cette brèche-là, mais aujourd'hui Twitch, je sais pas combien il y a de vues et combien il y a de gens qui regardent Twitch à longueur de journée, mais à mon sens, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup, et je pense que ça apporte quand même quelque chose, moi je trouve. Je sais que tu es critique. Non, mais attends, je suis critique quand on parle des technos. Il faut pas mélanger tout, le off et le non-off. Non, je pense que c'est une plateforme tout à fait intéressante pour un certain public, pour certains contenus. Certains essayent d'imposer des contenus différents que le gaming, et tant mieux. Des fois la sauce prend, des fois elle prend pas, machin, etc. Je pensais juste à un truc, quand tu disais, il y en a qui gagnent pas du tout, il y en a très peu en fait, hein, qui gagnent raisonnablement de l'argent sur Twitch. J'avais envie de presque dire que finalement ceux qui gagnent le mieux, c'est Twitch eux-mêmes, et j'en suis même pas sûr, parce que quelque part ils ont des frais, hein. La vidéo, c'est du data, c'est lourd. On sait bien que YouTube par exemple c'est une masse énorme, mais c'est très difficilement rentable quand c'est aussi énorme que ça demande de l'entretien, ça demande des ressources, etc. Twitch demande énormément de ressources à Amazon et également, c'est en termes de vidéos, de surveillance aussi, hein. On en parle encore régulièrement, et on reçoit, quand on est diffuseur sur Twitch, on reçoit régulièrement des lettres nous rappelant les droits d'auteur, etc., de faire attention et autres. Donc tout ça est sous contrôle. Je suis pas convaincu que ce soit un business hyper rentable aujourd'hui pour Amazon, mais ils occupent le terrain sur les lives. Comme YouTube occupe une partie du terrain, comme d'autres, voilà. Et en occupant le terrain, c'est du temps d'écran.
de manière très générale, qui n'est pas utilisé à autre chose. Donc il capte quelque part un public, et après il va falloir trouver le moyen de rentabiliser ces paires d'yeux qui sont tournés vers leurs écrans. Ça, c'est un autre souci. Qu'en pense Sébastien, qui a peut-être des idées sur la question ? Non, je suis d'accord avec toi sur les ressources IT que ce genre de choses consomme. Moi, ce que je retiens, c'est que c'était les premiers à faire ça, avant Amazon évidemment, et que ça a popularisé un style, ça a permis de lancer une économie finalement, puisque il y a des tournois de e-sport maintenant qui sont devenus largement populaires, qui peuvent être regardés dans le monde entier. Alors, c'est pas uniquement dû à Twitch, mais Twitch a collaboré ou contribué à cela. Je remarque aussi qu'il y a des concurrents. Évidemment, YouTube est toujours là en streaming également, ils essaient de se positionner en streaming. Il y a Mixer qui est là aussi, donc ils sont plus tout seuls. Donc voilà, ça a révolutionné la manière dont les gens jouent en ligne. Et quand je vois mon petit neveu ou enfin des ados qui, c'est aussi plus mon petit neveu, il est plus grand que moi maintenant, donc mon petit neveu qui joue sur Fortnite et qui systématiquement il allume Fortnite et Twitch en même temps, juste comme ça, même s'il a que 3 viewers. Ça a changé quelque chose par rapport à la génération d'avant où on jouait dans nos bulles fermées. Oui. Bon, après, effectivement, je pense qu'ils ont du mal quand même à étendre leur public à un âge plus avancé, au-delà de 35 ans. Je pense que ça reste quand même un public ciblé relativement jeune. Il suffit de voir les outils tels qu'ils sont conçus. C'est clairement conçu pour des millennials. C'est pas, voilà, alors il y a d'autres outils de live streaming qui existent, qui sont certainement plus, on va dire, je mets des guillemets, professionnels, adressés peut-être à un autre public, pour d'autres, par exemple pour des captations de conventions et des choses comme ça, qui sont des services en B2B qui existent également et qui sont, on parlait d'Akamai là tantôt, qui n'est pas un service en tant que tel, mais qui est souvent utilisé comme diffuseur, en tout cas, de ce type de contenu. Voilà, il y a pléthore de contenus différents. Il y a, disons, un certain contenu, et on parle aujourd'hui de Twitch en particulier, parce que, bien sûr, 10 ans, parce que un certain public, etc. Je pense que YouTube n'est pas, sur le terrain du live, n'est pas du tout cuit. Enfin, du tout cuit, dans le sens où ils ont encore du potentiel de ce côté-là. Je vois énormément de gens, de la croissance, je vois énormément de gens qui font encore du live sur YouTube, et il n'est pas dit, je le dis ça comme ça en passant, pour ceux qui sont vraiment fidèles aux technos, que les technos ne retournent pas faire du live sur YouTube un jour ou l'autre. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Mais voilà. Que dire de plus ? Pas grand-chose, du coup. Non, je pense qu'on a fait... Joyeux anniversaire, Twitch. Merci beaucoup. Alors ça, c'est un autre truc. Ça, c'est, on a envie de dire, sans transition aucune, pour le coup. On est toujours à la lettre T, mais pour... Tous anti-Covid, c'est une application, alors il faut le dire à nos amis québécois, belges et suisses, que c'est l'application Covid à la base, française. Ici, on parle de promesses qui n'ont pas été tenues. Alors, j'ai pas tout suivi, étant moi-même belge, de ce qui s'est passé avec cette application. Je sais qu'ils n'utilisent pas à la base les mêmes protocoles qui sont utilisés par la toute grande majorité des applications anti-Covid de par le monde, avec ces connaissances qui avaient été apportées par Apple et Google à un moment donné. Donc voilà, c'est Sébastien, que peux-tu nous dire sur ces promesses non tenues de cette application ? Alors, Tous Anti-Covid, c'est l'application de Covid tracking française. Voilà. J'ai déjà expliqué comment ça fonctionne ici, je ne vais pas revenir là-dessus. Non. Elle a été améliorée depuis, puisqu'elle permet également de stocker les passes de vaccin. Donc, quand on est vacciné, on reçoit un beau document officiel avec un QR code, on scanne ce QR code, et il y a un autre QR code qui se retrouve dans l'application Tous Anti-Covid, et on peut montrer ce QR code pour dire voilà, j'ai été vacciné. Oui, je lève mon doigt scolairement pour te poser rapidement une petite question, parce que dans les articles qu'on a épinglés, etc., on parle de Tous Anti-Covid Vérif. Est-ce que c'est une autre application ou c'est... Ah d'accord. Oui, c'est une autre application, pour répondre à ta question, et j'y viens. Donc, je suis vacciné, une première fois en tout cas, et donc j'ai un QR code dans mon application Tous Anti-Covid. Comment est-ce que je fais valoir ce code, QR code, si je veux voyager dans une gare, dans un aéroport ? C'est la fameuse question du pass sanitaire dont on parle beaucoup pour le moment. Et l'idée en France, c'est d'utiliser une autre application qui s'appelle Tous Anti-Covid Vérif, qui est très basiquement juste un scanner de QR code.
Donc la personne qui veut vérifier mon QR code à l'entrée d'une salle de concert ou dans un aéroport prend Tous Anti-Covid Vérif, scanne mon QR code et voit un verre, une marque V en vert qui dit c'est bon, la personne est éligible, soit parce que le QR code représente un test PCR récent, soit parce que le QR code représente 2 vaccinations et plus de 2 semaines après la deuxième vaccination. Soit l'application Tous Anti-Covid Vérif met un gros rond rouge en disant non, je ne suis pas éligible. D'accord ? Tout le monde me suit jusqu'à présent ? Oui, ça va. Alors, on nous avait dit, cette application Tous Anti-Covid Vérif, elle partage les données avec personne, c'est super sécurisé, la personne qui va utiliser cette application ne saura rien sur vous, etc., etc. Et c'est vrai, quand on y regarde comme ça, extérieurement, c'est joli, j'ai juste mon rond vert ou mon rond rouge, je sais pas pourquoi c'est vert ou rouge, je sais pas si c'est parce que la personne n'a pas de PCR, ou si le PCR est plus vieux de 3 jours, ou si c'est un manque de vaccin, je sais pas quel vaccin, est-ce que c'est une dose, 2 doses, non, j'ai juste mon rond vert et rouge. Donc là, ça colle. Cependant, et c'est là que le bas blesse, et c'est là que les promesses n'ont pas été connues. Dans le QR code qu'on scanne, toute l'information est en clair. Il y a mon nom, il y a mon prénom, j'ai essayé moi-même, vous prenez un bête card reader, il y a mon nom, il y a mon prénom, il y a ma date de naissance, il y a la date d'injection du premier vaccin, il y a la date d'injection du deuxième vaccin si j'en ai eu un deuxième, il y a la marque du vaccin, il y a la molécule. Tout ça, le numéro de téléphone de l'infirmière, presque. Et tout ça est signé, donc il y a une clé de signature à la fin. Alors qu'est-ce que fait tout Anti-Covid Vérif ? Première chose assez surprenante, elle lit les informations qui sont dans le QR code, c'est pas surprenant. Mais deuxième chose, elle les envoie sur un serveur pour valider la signature. Et on se demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis la clé publique dans l'application pour vérifier la signature dans l'application. Ils auraient pu le faire, mais non, là si on n'a pas de réseau, ça ne marche pas. Si le serveur qui vérifie la signature est down, ça ne marche pas non plus. À qui est-ce qu'ils envoient ça ? À l'Imprimerie Nationale, société privée détenue par l'État à 100%. C'est eux qui ont fait l'application, je crois. Donc pas de problème, c'est sur des serveurs français, en France, donc pas de problème de ce côté-là. Oui. Mais néanmoins, ils vont voir passer ces informations en clair alors qu'il y aurait eu moyen de ne pas le faire. Je ne veux pas dire qu'ils vont faire quelque chose de mauvais avec ces informations, c'est pas là le but. Mais disons qu'elles passent en clair par là alors que franchement, elles n'ont rien à faire. Plus amusant, et on va revenir chez Akamai, une bonne pratique logicielle consiste à ne pas envoyer ces appels d'API directement sur un serveur pour pas surcharger ce serveur, mais passer par un Content Delivery Network. Peut-être revenir un peu en arrière dans l'épisode pour savoir si genre Content Network. Non, il se trouve qu'ils utilisent Akamai. Et donc toutes ces données en clair passent par un prestataire américain. Alors là non plus, j'accuse pas Akamai, ils savent même pas, eux, les pauvres, que ça passe par chez eux. Mais potentiellement, c'est encore un point d'écoute ou d'observation. C'est pas très RGPD friendly. Donc, je répète, les données sont en clair dans le QR code. Les données transitent par un prestataire de service hors Europe et sont envoyées en clair sur un serveur central de l'Imprimerie Nationale en France. Et c'est vrai que l'application, elle met juste le rond vert et le rond rouge. Donc, oui, en fait, les données sont là, elle les scanne, elle les reçoit, elles sont juste cachées, elles sont juste pas affichées, quoi. Mais il suffit de prendre un lecteur de QR code que vous prenez gratuitement sur l'App Store ou sur le Google Play Store, scanner le QR code et regarder. Alors c'est un peu cryptique, évidemment, votre nom, votre prénom, vous allez le reconnaître. Mais après, dans les liens qu'on vous a mis dans les notes du podcast, vous trouverez la description du format exact qui dit voilà, de tel caractère à tel caractère, c'est votre date de naissance, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça. Et vous allez voir, essayez. J'ai fait hier en préparant cet épisode et tout ça est correct. Donc voilà. On aurait pu faire mieux. On se demande pourquoi certains choix ont été faits. Est-ce que c'est par ignorance, par méconnaissance, par souci de facilité, de rapidité, souci de volonté de nuire? Certainement pas. Loin de moi cette idée. Mais voilà, quoi. C'est pas compliqué. C'est vérifier un QR code et une signature électronique. Oui, mais c'est peut-être là le problème, c'est qu'au départ, quelqu'un a dit, vous savez, c'est super simple à faire, et donc ils se sont dit, on va le confier à des gens super simples. Aux stagiaires. Bah oui, mais le problème, c'est souvent ça, hein, c'est l'évaluation de la difficulté de l'obstacle induit quel cheval on va utiliser, quoi. Alors que ça devrait toujours être le meilleur cheval, bah non, on va mettre un poney. Désolé pour le développeur
encore qui je me suis fait traiter de poney. J'aurais pu dire un âne, mais je l'ai pas fait. Donc on a sorti un poney parce que la barre était pas très haute, et puis bah voilà, le poney il s'est pris les pattes dans l'obstacle, et puis voilà. C'est comme ça. Le hacker qui a fait le reverse engineering du truc, il dit c'est bien d'envoyer toutes les demandes à un serveur centralisé à l'imprimerie nationale, mais si leur serveur est down, on fait quoi? On empêche tous les trains de partir et tous les avions. Oui, c'est ça. Le offline, on ne connaît pas, quoi. C'est forcément. Pas pour le moment, c'est ça. Fait deux. C'est ça. Enfin voilà, encore un sympathique ratage, on a envie de dire, hein, un gros fail de ce côté-là aussi. Après, on s'étonne aussi. Enfin, ça, c'était un petit peu agaçant quand même. On en rit, mais il faut être très clair. Chez les technos de manière générale, hein, je pense ne pas dire de bêtises en disant qu'on croit que ce type d'outil peut vraiment aider la société à avancer, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Hein. Oui, mais c'est la plus mauvaise publicité. Bien sûr. Et donc, pour le grand public, ça passe dans les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels. On va dire, ça marchera pas. Mais non, voilà. C'est du pain béni pour les anti-vax, pour les anti-pass sanitaires. Ça va mettre des arguments. Voilà. Porter l'eau à leur moulin. Exactement, c'est la phrase que je cherchais. Je savais qu'il y avait une histoire de moulin dans le truc. J'allais mettre de la soupe dedans, je sais pas pourquoi. C'est quand je suis fatigué, je mélange un peu les pierres qui roulent, machin, etc. Bref, on passe à la suite. On en est à la lettre X comme Expertise. Je vais le dire comme ça, Aurélien. Expertise. Expertise. Par contre, là, c'est une application, une fois de plus, comme on le disait juste avant, quand il y a des trucs qui marchent, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est une application qui peut sauver des vies, Aurélien. Oui, c'est une application que les pompiers ont maintenant en France et qui permet, en fait, lors d'un appel d'urgence, les pompiers envoient un SMS via cette application sur le téléphone de la personne qui a donné l'alerte. Et à partir du moment où la personne clique sur le SMS, les pompiers ont accès complet aux caméras du smartphone, au micro. Ils ont la possibilité de zoomer, ils ont la possibilité d'allumer le flash si on est dans des endroits, voilà. Et ils ont contrôle total du téléphone et donc ils peuvent aider par exemple quelqu'un qui serait en train de faire un massage cardiaque. Enfin, en tous les cas, ça permet de gagner du temps dans toutes ces situations d'urgence. Moi, je trouve que c'est top. On peut tous être témoins de choses, d'accidents, de ce que vous voulez. Toutes ces technos qui permettent aux pompiers de gagner du temps ou qui permettent d'apporter plus d'informations et d'amener les meilleurs secours au niveau aux blessés. Moi, je dis bravo. Et donc, mais ôte-moi d'un doute. Donc, il faut que chacun d'entre nous, quand on vit en France, installe l'application sur son. Comment ça fonctionne? Moi, je pense. Alors, je sais pas préciser. Je pense que c'est une application que les pompiers ont, et je pense qu'ils peuvent, par un SMS, t'envoyer. Alors, je sais pas s'ils t'envoient un petit. Un lien ou soit un lien, soit un petit exé, un petit truc à installer, je sais pas. Honnêtement, c'est pas écrit dans l'article, je vais pas m'avancer, mais en tous les cas. Non, par contre, on pense toujours que tous ces trucs-là, ça coûte un pont, et là, en l'occurrence, c'est pas hyper coûteux. Je vois que ça leur coûte seulement 1 000 € par an. Pour les pompiers, ouais. Pour les pompiers, c'est incroyable, quoi. Si c'est le prix d'une vie, moi je paye. Attends, il suffit qu'il sauve quelqu'un juste un jour, elle est largement remboursée, l'application. Voilà. Je trouve ça pas mal. Après, il faut voir, parce que c'est quand même une fameuse faille de sécurité. Quand on réfléchit bien, t'envoies un SMS à un mec et tu prends le contrôle sur son smartphone. C'est quand même un peu bizarre. Oui, je pense que le gars doit l'accepter, forcément. Oui, mais bien sûr. Mais tu pourrais être victime de phishing qui utilise le même argument, tu vois. Voilà. Sur le principe, on peut se poser la question de savoir si l'aspect sécuritaire est totalement respecté. Mais comme souvent, ça va être abusé. Mais c'est ça. À un moment donné, toutes les bonnes idées, et en particulier quand elles sont performantes, sont souvent abusées à un moment donné. Ça, c'est le risque. Mais j'espère que ce sera le plus tard possible, parce qu'effectivement, c'est un outil tout à fait. Moi, je trouve ça assez bluffant. Et c'est vrai que. Vas-y, termine.
Non, j'ai fini. En tous les cas, on a tous dans notre poche, je ne sais pas combien de mégapixels, on a tous dans notre poche un micro qui est capable de... Voilà... Une lampe qui éclaire très bien si la batterie est évidemment. Oui, non, c'est très très bien. Moi, je trouve ça, c'est certainement un outil parce que c'est quelque chose d'avoir quelqu'un au téléphone, d'avoir une communication avec quelqu'un, mais si la personne est blessée, bloquée, machin, etc. Avoir la main sur, simplement voir quel est l'environnement dans lequel la personne se trouve, écouter s'il y a des sons parasites, il y a un train qui passe, machin, etc. Ça peut donner en tout cas des idées sur la localisation de la personne. Enfin, plein de détails comme ça. Évidemment, ça demande de l'analyse, ça demande certainement un entraînement particulier. On imagine qu'ils vont l'avoir. Et si ça peut, comme on le disait, sauver ne serait-ce qu'une vie, c'est déjà ça de prix. C'est bien vu, bien vu. Expertise, ça s'appelle. Et si on a des informations sur la manière dont ça fonctionne, on en reparlera à l'occasion, parce que ça, c'est vraiment intéressant, forcément. En ce qui nous concerne, voilà, un épisode qui se termine, le 309e épisode. On a encore des choses à dire. Il reste des choses dans la liste. Alors, comme d'habitude, on va vous les proposer dans un bonus qui ne fera pas plus de 15 minutes. Pour ceux qui nous suivent en direct, c'est dans les minutes qui viennent. Pour ceux qui nous regardent en podcast, nous écoutent en podcast plutôt, ou nous écoutent sur YouTube, on ne sait pas très bien quand vous nous écoutez, à quel moment, etc. Ça peut être déjà là maintenant, ça peut être plus tard, machin, etc. Donc le mieux, je pense, c'est de s'abonner. Comme ça, vous êtes certain de rien louper et de toujours avoir les derniers épisodes, les derniers contenus à votre disposition. Merci à tous les deux pour cet épisode 309. Donc, on se retrouve très vite et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres également. À très bientôt. Salut.